voilà, une photo de Valeria, une photo de Carl avec Giulia. Au sommaire de ce numéro de Toute une histoire, Pour arriver à ses buts, Valeria travaille jusqu'au sacrifice, vraiment. Mais Carla aussi, quand elle était mannequin, je ne sais pas comment elle résistait à ce rythme. Ce sont deux travailleuses. Laquelle des deux vous ressemble le plus? Aucune. Marisa Bruni-Tedeschi s'est toujours considérée comme une femme passionnée et libre. Je vais, je viens, je voyage, j'ai trop d'activités. L'autre jour, ma fille me dit « Mais qu'est-ce que tu crois d'être une adolescente ?» Elle a choisi Toute une histoire pour se raconter. Vous révélez dans ce livre que le papa de Carla n'est Oui. pas votre mari. Non. Tout ce qu'elle a fait, c'est vraiment exceptionnel. L'histoire, la guerre, la musique, il y a les sentiments, il y a Qu'est-ce tout. qui a compté le plus dans votre vie? C'est ma famille. Bonjour à tous. Dans la famille Bruni-Tedeschi, on connaît évidemment Carla, mannequin, chanteuse, ex-première dame, mais aussi sa sœur aînée Valeria, actrice et réalisatrice. En revanche, on en sait beaucoup moins sur leur mère, Marisa. Alors nous avons eu envie de vous la présenter et de lui consacrer ce numéro de Toute une histoire. Bonjour Marisa. Bonjour, Sophie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est le bonheur de la lecture de votre livre qui nous a donné envie de vous consacrer cette émission. Un livre truculent dans lequel vous vous livrez avec franchise, avec des mots de femme libre. Pourquoi avez-vous envie d'écrire ce livre? J'ai commencé parce qu'à un certain moment, il y a à peu près 2 ans, je me suis rendu compte que mes 2 filles ne connaissaient rien de mon enfance. 5 années de guerre, la mort de mon père, tous ces détails, elles ne les connaissaient pas. Alors j'ai commencé à écrire comme ça. Et puis, terminé l'enfance, j'ai commencé à écrire l'adolescence. Et puis après la rencontre avec mon mari, et puis de fil en aiguille, je suis arrivée jusqu'à la fin, et ça fait beaucoup parce que j'ai 86 ans, donc ce sont 86 ans de choses les plus variées. On va revenir sur tout ça, mais d'abord, on va saluer Frédéric Farigou, Bonjour Sophie. notre psychologue. Frédéric, j'imagine que, comme moi, vous avez été charmé par la personnalité de Marisa. Comment vous comprenez son besoin d'écrire pour ses filles? Je pense qu'il y a arrivé à un âge de sa vie, on a besoin, comme elle a expliqué, de transmettre, de laisser une trace de ce passé, de l'histoire familiale. Beaucoup de familles le font aujourd'hui, d'écrire l'histoire de la famille. Ça peut permettre aussi de clarifier certains vécus partagés, certains non-dits. Beaucoup de familles anonymes et qui n'ont pas forcément le passé de Marisa. Mais qui se tournent vers des écrivains publics qui leur permettent de transmettre cette histoire familiale. C'est de plus en plus en vogue. Et c'est vrai que ça permet aussi de laisser une trace des plaisirs, mais une trace aussi des deuils, parce que vous avez vécu des choses dramatiques et difficiles. Et écrire, c'est aussi une manière de transcender ce vécu, transcender des traumatismes. Ouais. Donc je pense que c'est quelque chose de vraiment important pour transmettre familialement. Alors pour nous faire découvrir votre univers, vous nous avez d'abord et surtout ouvert les portes de votre appartement parisien il y a quelques jours. Merci pour cette confiance et on regarde à quoi ressemble votre quotidien et on poursuit la discussion juste après. Paris, dans le 8e arrondissement. Bonjour, bienvenue, rentrez, je vous en prie. Voilà, vous êtes dans mon salon, la pièce où je vis. Depuis plus de 10 ans, Marisa Bruni-Tedeschi garde dans cet appartement les souvenirs de toute une vie. Il
y a ce buste de ce frère Savonarola que j'aime beaucoup. Depuis que je suis mariée, je l'ai toujours sur mon bureau. J'ai toujours l'impression qu'il me accuse de quelque chose. Voilà. Mes photos de famille, mes filles, mes petits-enfants. Pour moi, c'est très important de garder des souvenirs. Aussi parce que maintenant, je vis seule. Je vois mes filles, ma soeur, mes petits-enfants. Mais j'aime bien avoir tout autour de moi. Là, j'en ai une très belle que j'aime beaucoup, qui est toujours Venise, où sommes mon mari et moi en gondole. Vous voyez, en amoureux. Chaque chose me rappelle quelque chose. Du reste, c'est pour ça que j'ai écrit le livre. Un livre autobiographique qu'elle a écrit dans une pièce qui compte beaucoup pour elle. Voilà, là nous sommes dans ma bibliothèque qui est, comme vous voyez, mon lieu de travail. Donc il y a un désordre terrible, il y a de tout. Et puis j'aime bien, j'ai tous mes livres. C'est là que je fais le plus de choses. Hein. Après avoir eu des maisons énormes et immenses, je me sens très bien. J'avais des jardins, maintenant j'ai un balcon. Et je dois dire que ça me suffit, je suis très bien. Comme dans tous les endroits où elle a habité, il est un objet dont l'ancienne concertiste ne peut se passer. Et voilà mon piano. Objet absolument indispensable dans ma maison. Du reste, aussi dans la maison de mes filles, elles ont toutes les deux un piano. J'adore la musique, elle fait partie de ma vie. Et c'est une chose que je voudrais transmettre à mes petits-enfants. Valérie avait beaucoup de facilité. Et Karl a l'oreille absolue, ce qui est très rare, et donc elle peut jouer n'importe quel instrument. Dans la vie, c'est important de sentir la musique, de l'apprécier dans les moments douloureux, dans les moments de solitude, et aussi dans les moments de joie et dans la vie de tous les jours. La musique est dans ma vie primordiale. Alors Marisa, d'abord, merci d'avoir accepté nos caméras chez vous. Il y a beaucoup d'objets. Votre mari était un grand collectionneur, fou du 18e. Et alors tous les matins, vous vous réveillez avec un air de Bach. Je joue un petit morceau de Bach tous les matins. Et puis je travaille comme je peux, sans ambition maintenant, ce que j'ai envie de faire juste pour garder ma mémoire et ma concentration, voilà. Vous êtes né à Turin en 1930. À quand remontent vos premiers souvenirs d'enfance? Ils remontent à Paris, parce que mon père était venu travailler à Paris, donc je me rappelle quand j'avais 3-4 ans de notre appartement à Paris. Pourquoi il était venu à Paris? Parce que ça marchait moins bien? C'était un ingénieur dans la construction. On voit qu'il avait trouvé un job ici, qui du reste a mal marché. Et après, nous sommes rentrés en Italie, donc je devais avoir 4 ans et demi, 5 ans. Vous aviez une enfance heureuse? J'ai eu une enfance heureuse. Quel milieu? Un milieu bourgeois, aisé? C'était un milieu bourgeois, assez aisé, et avec une grande famille de la part de mon père, de cousins. C'était une vie simple, si vous voulez, mais bien. 2 sœurs aînées, dont Gilberta, l'une de vos sœurs, dit Gigi, une beauté qui, elle aussi, a eu une vie incroyable. Elle est avec nous, donc on va l'accueillir. Oui. Gigi qui va nous rejoindre. Attention, il y a plein de pièges chez nous. Venez vous asseoir.
Voilà. Gigi, la sublime Gigi. Je peux me permettre de vous appeler comme ça? Quand même. Voilà. Donc Gigi, vous êtes la sœur aînée de Oui. Marisa. Oui. Combien d'écart? 5 ans. 5 ans. Qu'est-ce qu'elle représente, votre sœur, à vos yeux? Tout. Tout? Toute ma vie. Vous avez été très proche Toujours. toute votre vie. Toujours. Vous avez été protectrice envers elle quand elle était petite fille? Oui, assez. C'était quel genre de petite fille? Oh, une petite fille plutôt rebelle. Rebelle à l'école, il paraît qu'elle était très sage. Hein? Vous Non. étiez rebelle, vous? Vous Non, avez l'impression d'avoir été rebelle? Non. Ben oui, c'est Pas ça. du tout. Non, rebelle. Il faudrait vous mettre d'accord toutes les deux. Un caractère facile quand même. Elle n'avait pas un caractère facile. Non, elle, non, moi non plus. Alors. Ah bon, vous non plus. Alors, toutes les deux, oui. Dans un genre C'était des différent. discussions. C'était des Ah bon. discussions. Mais ça terminait toujours bien. Bon, alors, vous avez vécu quand même une enfance pendant la période du fascisme. Marisa, vous aviez 10 ans lorsque Mussolini a déclaré la guerre en France en 1940. Difficile. Vous vous souvenez de quoi à cette époque-là? Je me souviens de toute l'époque du fascisme dont moi, personnellement, je n'ai pas souffert. J'entendais les discours des grands qui se plaignaient, mais on avait des grandes obligations, uniformes. J'aimais bien mon uniforme. Puis vous étiez cité en exemple parce que vous deviez J'allais être... chanter. Voilà. On me faisait chanter les hymnes de la patrie. On me faisait chanter Lili Marlène en allemand. Ça vous plaisait de faire ça? J'adorais chanter Lili Marlène et je me demandais pourquoi on chantait ça aux soldats, regarde-moi. parce que ça devait les ramollir au lieu Guarda que me. l'autre. Et puis, on me faisait faire de la danse et je me rappelle la déclaration de guerre comme si c'était hier. Vraiment. Mais chez vous, on était hostile à ce régime Oui. au sein de votre famille. Oui. Donc, vous faisiez tout ça avec plaisir parce qu'on vous demandait des talents artistiques. Mais quand même, au fond, vous sentiez que c'était pas... Non. Il n'y avait pas d'adhésion à ce régime. Déjà, ma mère était française. Déjà, c'était une chose. Elle appelait les Allemands les Boches à l'époque. Ouais. Souvenir de 1914. Mon père n'était pas inscrit au parti fasciste, mais il était obligé, s'il avait une inauguration, il avait fait inaugurer une autoroute, de se mettre la chemise noire. Ouais. Les amis autour aussi étaient antifascistes. Et les gens ne pouvaient pas parler. Il n'y avait aucune liberté. Si vous blaguez à table sur Mussolini, que quelqu'un le répétait, on le mettait en prison. Voilà. Donc, vous faisiez ce qu'il fallait faire, mais vous étiez quand Voilà. même pas en adhésion de ce régime. Et puis, votre père a commencé à avoir des problèmes de santé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il lui est arrivé une hémorragie cérébrale à moins de 50 ans, mais à cette époque, ça ne se soignait pas. Et donc, il a traîné sa maladie 1 an et puis il est mort. Quelques mois plus tard, le 8 mai 1943, l'Italie a signé l'armistice. Mussolini a fui le pays. Votre père s'est donc éteint quelques jours plus tard. Il a fallu que votre mère s'occupe de vous, seule. Comment s'y est-elle prise? Très bien. Vous savez, c'était une génération, elle avait 43 ans. Elle n'a absolument plus envisagé de rencontrer quelqu'un d'autre. Elle s'est dédiée seulement à nous. Mais naturellement, ma sœur était plus grande, donc plus indépendante. Donc elle a vécu beaucoup seule avec moi. Vous avez vécu une vie donc différente après la guerre avec votre mère et vos sœurs. Vous viviez où? Comment? Bon, ma sœur aînée était mariée avec enfants. Ma sœur Gigi est partie à Paris étudier le dessin parce qu'elle avait fait les beaux-arts. Elle était très douée, donc dans tous les ateliers d'artistes. Voilà. Le dessin, et elle faisait la fête à Paris. Et vous viviez Voilà. avec votre mère. Avec ma maman à Turin. Alors, vous destiniez à quelles études à l'époque? Le piano. Vous Mais vouliez faire du piano, mais conservatoire. votre... mon frère voulait que je fasse la comptable pour gagner ma vie plus vite. Mais moi, je préférais faire la maîtresse de piano, même pour enfants Le conservatoire. pas doués, plutôt que faire la comptable. Et comme ça, j'ai fait
j'ai recommencé mes études de piano. Mais quand même avec une certitude que vous deviendriez concertiste. Oui, mais les années de guerre, sans professeur, la fin de la guerre, les 2 années de maladie m'ont fait perdre, pour vraiment faire une grande carrière, m'ont fait perdre beaucoup de temps. Parce que c'est comme dans le sport maintenant, l'artiste ou le sportif est formé entre 10 et 15 ou 16 ans. Hein. Alors moi, j'ai recommencé. Vous le regrettez ? Pas du tout, je le regrette. Alors d'autant plus que vous rencontrez votre mari en 1951, vous aviez 20 ans. Comment vous l'avez rencontré ? Je l'ai rencontré par hasard. On m'avait dit, tu épouseras le tel un jour avec un groupe d'amis dans une pâtisserie. Et j'ai dit, je ne connais pas ce monsieur. Quoi, on vous avait marié comme on fait des mariages forcés ? Non, on m'a dit, on sait que tu vas épouser Mais quoi, le c'était des tel. voyants ? Non, je ne sais pas, c'était des voix. Parce que en fait, lui, il allait beaucoup dans la salle de concert que je fréquentais. Ah, il vous moi admirait, aussi. c'était un Donc, admirateur. Voilà. D'accord. Alors, il l'avait dit. D'accord. Voilà, il n'avait pas dit qu'il voulait se marier, mais il avait dit qu'il aimait cette fille. D'accord, d'accord. Voilà. Donc vous l'avez rencontré ? Alors après, j'ai vu une affiche où il y avait une musique de lui qui était exécutée à l'auditorium de la RAI. Je suis allée pour voir la tête qu'il avait. Et alors ? Eh bien, je l'ai vu arriver sur scène. Il était pas mal ? Il était pas mal, mais je ne l'ai pas connu ce soir-là. Ah bon ? Voilà. Et vous avez dîné un peu plus tard Avec un ami qui m'a... Vous l'avez trouvé bizarre ? Oui, bizarre. Pourquoi ? Parce que c'était un homme bizarre, très original. Déjà, il m'a reçu dans sa maison qui était toute en travaux et je ne savais pas que pendant toute la vie, j'aurais été en travaux. Quel genre de maison ? C'était une petite maison où il habitait, qui avait le jardin en commun avec la villa de son père, où il était allé vivre en célibataire. Ouais, donc j'imagine que la maison de son père devait être un peu plus grande. Voilà, la maison de son père était magnifique. Et ça, C'est un homme fortuné. Une dépendance, voilà. Et il habitait là, et donc on a dîné avec son ami à lui, puis je lui ai joué du piano. Et puis après, on s'est revus. Voilà. Et donc après, vous avez eu une histoire avec lui. Mais bon, à l'époque, quand même, pour avoir une histoire avec un homme, il fallait avoir des projets avec lui. Or, vous avez eu la liberté d'afficher votre histoire d'amour, d'avoir des relations avec lui, sans l'avoir épousé. Eh oui, parce qu'il ne voulait pas se marier. Pendant quelques années, ça a été un peu difficile. Il ne voulait pas se marier. Et donc, je vivais chez moi, mais je passais toutes les vacances chez lui, dans le fameux château. Et donc, vous savez, ça faisait un peu jaser à Turin, parce qu'à l'époque, les filles devaient se fiancer et se marier. Voilà. Et j'allais en voyage avec lui, en vacances et tout. Mais vous, ça ne vous posait pas de problème ? Non, aucun. Ça en posait un à votre beau-père, qui a insisté pour que vous vous mariez avec lui. Alors, on vous a réservé une petite surprise. Votre mari n'est plus des nôtres, mais figurez-vous que nous avons retrouvé une interview de lui qui date de 1981. Une interview extrêmement parlante et révélatrice de sa personnalité. Regardez. Je m'appelle Alberto Bruni Tedeschi, je suis italien, bien que je suis résident en France depuis quelques années. Et ma vie a été toujours partagée entre l'industrie et la musique, avec un hobby important, depuis aussi mon père et moi, de collectionneur. Est-ce que vous les connaissiez, ces images ? Oui.
Il composait des opéras. Il composait des opéras, des morceaux symphoniques, de la musique contemporaine. Eh bien, c'est pour ça qu'on allait toujours au festival de musique contemporaine à Venise. Alors, grande fortune, il avait plusieurs châteaux, des maisons extraordinaires, vous meniez la grande vie, vous aviez ce goût commun, cette passion pour la musique. Vous étiez très amoureuse de lui? Oui, j'ai été très amoureuse de lui. Surtout... Regarde le retour. Surtout... Donc là, c'est votre mariage devant le... Oui, le cardinal. Le cardinal. Surtout quoi? Surtout, j'avais de l'admiration pour lui, parce qu'il m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Il m'a tout appris sur l'art, sur la musique, dans la finance. J'ai appris beaucoup de choses. Il avait une imagination extraordinaire pour tout. Tout. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est votre beau-père hein, qui a tenu à ce que vous vous mariez, alors que vous n'étiez pas aristocrate. Voilà. C'était pas terrible. Hein, ni riche, ni aristocrate. Il vous aimait bien, votre beau-père? Ben, c'est-à-dire, il voulait avoir un petit-fils. Parce que dans la famille, il n'y avait que des filles. Chez ma belle-sœur, chez ma mère, chez ma sœur, etc. Et donc, quand il a vu que cette histoire continuait, un jour, il m'a dit, mais il faut que vous vous mariez. Voilà. Et puis, il était musicien. Oui. Donc, il était content que je sois musicienne. Alors, vous avez fait un grand mariage pompeux? Non, absolument pas, parce que mon mari était un ours. Donc, on s'est mariés avec ma maman et son papa, chez le cardinal. Et son papa était très présent hein, dans votre vie. Il était tout le temps fourré chez vous? Il est venu en voyage de noces. En avec voyage nous. de noces. Et qu'est-ce qu'il venait faire chez vous? Chez moi, il venait le samedi matin. Quoi faire? Pour parler avec son fils qui descendait en robe de chambre avec la pipe, on discutait d'un tas de choses et le voilà, mon beau-père. Et puis il venait, il jouait du piano, très bien, et il téléphonait à ses maîtresses. Voilà. C'est ça qui a retenu mon attention. En cachette de sa femme. Voilà, en cachette de sa femme. Alors, c'était quand même une vie particulière, parce que finalement, ça faisait partie de la vie, qu'un homme dans ce milieu-là ait des maîtresses et continue sa vie de famille. C'était des choses convenues, finalement. Ça vous surprenait pas plus que ça, vous? Non, pourquoi? Ça ne me surprenait pas. Mais déjà, vous savez, nous, on n'avait pas le divorce. Donc, on devait se marier civilement et religieusement ensemble et on n'avait pas le divorce. Ma sœur s'est séparée à 21 ans, elle a eu le divorce à 40 ans. Ah oui. Donc ce qui m'a frappé, je ne sais pas ce qu'en pense Frédéric, mais dans ce parcours, ce qui m'a frappé, c'est l'intelligence et la tolérance des situations. On n'a pas encore détaillé tout ça, mais j'imagine que vous aussi, vous avez été frappé par ça. Ça m'a frappé parce qu'effectivement, ce type d'arrangement que vous avez adopté avec votre mari, pour que chacun puisse quelque part vivre sa vie, ce qui est frappant, c'est que ça vous convenait vraiment à tous les deux. Et qu'on n'a pas eu le sentiment qu'il y en a un qui a souffert de la situation et que vous avez eu justement cette intelligence du couple, de la situation, pour trouver un arrangement qui vous convienne à tous les deux. Ce qui n'est pas forcément évident, mais je trouve que c'est la créativité que vous avez eue dans ce couple, c'est-à-dire de trouver une formule qui vous convenait et qui permettait de faire perdurer cette famille qui vous tenait à cœur et puis tout ce que vous aimiez aussi dans cette relation avec cet homme. Oui. Donc c'était important de pouvoir préserver cela. Comment vous vous êtes adapté à la grande vie? Oh, vous savez, je me suis adapté tout de suite. Bon, avant, je n'étais pas dans une vie de misère. Hein. J'étais dans un milieu bourgeois avec un bel appartement, avec une... Enfin, là, vous êtes retrouvé dans des châteaux. Vous aviez combien de personnes à votre service? Là, je suis arrivé avec cuisinier, majordome et tout. Je me suis tout de suite adapté parce que je m'adapte facilement. C'est vous qui gériez tout ça? C'est vous qui commandiez tout ce petit monde? Non. Je ne vous sens pas commander tout ce petit monde. Non, c'est tout. Il y avait des gens qui organisaient tout ça. Ouais. Et on ne se sent pas dépossédé de son environnement quand on est aidé partout dans des châteaux comme ça? Non.
Je me suis sentie toujours très bien. Non, c'est bien. À mon aise, oui, à mon aise. Alors, peu de temps après votre mariage, votre beau-père vous a demandé d'avoir donc un enfant et, Voilà. et un garçon en particulier. Oui. Comment vous y êtes prise pour avoir un garçon? C'est bien de ça. Hein? Non, parce que à l'époque, on n'avait pas l'échographie. Ben oui. Donc, ma mère avait eu des filles, sa fille avait eu des filles, ma soeur avait eu des filles. J'ai dit, il est fou cet homme, je vais sortir une fille. Et lui et mon mari ont préparé tout bleu pour le garçon. Ouais. La chambre bleue. Sur les sonnettes, il y avait écrit chambre Virginio, parce qu'ils avaient décidé le nom. Pourquoi Virginio? Parce que c'était le nom de mon beau-père. Donc, il voulait qu'il s'appelle comme lui. Ça devait être son héritier garçon. Mais vous, si libre, vous avez laissé faire tout ça? Ça vous posait pas de problème qu'on attende de vous un garçon, qu'on peigne la chambre en bleu, qu'on l'appelle Virginio? Non. Ça vous Ah posait non, pas non, de problème? Là, je disais, ce sont deux fous, ils se font des illusions. Enfin, je vais accoucher d'une fille, c'est sûr. Et au lieu, non, voilà. Et Virginio est arrivé. Qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez eu une fille? Vous auriez été répudié? Non, pas répudié, mais certainement, mon beau-père n'aurait pas été satisfait, voilà. Mais peut-être Alors Virginio, et puis il y a eu Valéria, Valéria, et puis Carla. Carla. Virginio, votre fils, vous en parlez en disant que il s'entendait pas bien avec son père, ils étaient en conflit tous les deux. Lui avait le goût de la liberté, c'était un explorateur, hein. Oui. Il aimait naviguer, il aimait la mer. Il se trouve qu'il a été emporté par une maladie en 2006. Il a eu le virus du sida. Vous diriez qu'il a mené quelle vie, votre fils? Il a mené la vie qu'il a voulu. Parce que mon mari a laissé ses enfants très libres. C'était un homme qui les avait eus à un certain âge, donc même avec les filles, il les a laissés complètement libres. Pourquoi ils étaient en conflit tous les deux? Qu'est-ce qu'il attendait de lui? Il attendait peut-être qu'il fasse des études. Bon, il a fait l'école d'art graphique, mais il aimait surtout voyager tout seul et naviguer. Et mon mari, peut-être un peu envieux, parce que lui aussi, il aurait aimé, il n'avait pas pu le faire. Peut-être un peu envieux, mais il trouvait qu'il ne fichait rien. Et donc, quand ils parlaient ensemble, c'était très difficile parce que mon mari était très autoritaire, mon fils était très fermé, donc moi j'avais tellement peur des conflits que j'évitais ces rencontres. Et j'ai mal fait, c'est un regret que j'ai, Ouais. un grand regret. Donc il a fait le tour du monde, il a vécu quelques aventures et puis à 33 ans, il vous a annoncé au détour d'une conversation, bon, vous lui parliez Oui. d'amis qui disparaissaient du sida. Il a fini par vous avouer à la fin de la conversation que lui aussi était touché Séropositif. par sa maladie. Donc là, ça a été un choc terrible pour vous. Oui, aussi parce qu'à l'époque, on mourait très vite. Donc, je me suis retrouvée, nous nous sommes retrouvés, j'ai commencé à fréquenter que des médecins, que de m'occuper de ce qui sortait comme protocole, comme médicaments et tout. Puis en fait, il a vécu encore 12 ans. Donc il a choisi de voyager avec sa fiancée, d'aller au bout de ses envies et puis il a fini par être emporté par la maladie en 2006. Et depuis son départ, vous avez eu envie de lui rendre hommage en allant au bout de ses envies. Vous y êtes prise comment? Il aimait naviguer. Il aimait naviguer, donc il avait acheté un voilier qui s'appelait Paris, Texas. Et ce voilier, à un moment d'aller à l'hôpital, il l'a donné à une fille. Et après sa mort, on avait perdu de vue le voilier. Alors avec Isabelle, sa fiancée, on a commencé à le chercher. Ça a été une longue recherche parce que la fille qu'il avait eue avait disparu. Donc on l'a retrouvé.
On l'a restauré et je l'ai prêté à ce garçon qui voulait faire la mini transat de la Bretagne à la Guadeloupe et qui n'avait pas de bateau. Et qu'il a bien réussi. Voilà. Il est arrivé combien? Oh, il est arrivé, je ne sais pas, 13e ou 12e, mais c'était quand même un beau succès. Je suis allée avec le garçon qui dirige la voile à Cavalière. Nous sommes allés l'attendre à la Guadeloupe. C'était un beau moment, un moment vraiment d'émotion. Alors, il s'appelle Ludovic, ce jeune homme qui vous a aidé à réaliser le rêve de votre fils. Il semble tenir beaucoup à vous et nous l'avons contacté pour préparer l'émission. Il a souhaité vous adresser ce petit message. Et bonjour Maïsa, un petit coucou de la mer, je ne sais pas faire autrement, ça je pense que vous l'aviez compris. Déjà, ce petit message me permet de vous remercier de cette année 2013 qu'on a vécu tous les deux, de l'accomplissement d'un rêve. Pour moi et pour vous, moi de traverser l'Atlantique sur mon petit bateau de 6,50 m et puis vous de revoir Paris-Texas, le bateau de Virginio naviguer. À ce sujet-là, je peux vous donner quelques nouvelles. Le bateau, il a repris du service puisqu'il navigue en Italie avec un skipper sarde. Et surtout, il a le projet de repartir sur l'Atlantique dès octobre 2017 à l'occasion de la Mini Transat. Et ça, j'en suis plus heureux du monde parce que revoir son bateau naviguer et puis vous aussi, votre bateau naviguer, il n'y a pas mieux que pour continuer la belle histoire. Voilà, j'espère que tout va bien et à bientôt. Il représente quoi à vos yeux, ce garçon? Chaque année, on fait une régate qui s'appelle le Trophée Virginio à Cavalière. Ouais. À l'école de voile, voilà, à l'école de voile où il était allé depuis qu'il était enfant. Et on fait cette régate avec un trophée sur la plage chaque année. Frédéric, comment vous interprétez cette démarche? C'est tellement traumatisant la perte d'un enfant qu'on cherche des moyens à faire exister la personne au-delà de la mort et puis à trouver des moyens aussi d'aller jusqu'au bout de la passion qui l'animait et qu'elle existe à travers d'autres. Donc c'est important aussi de porter des projets comme ça pour atténuer cette souffrance, s'il est possible de l'atténuer, parce que ça reste un grand traumatisme. On a aussi fait des expositions avec ses photos, oui, parce que c'était un très bon photographe. Seulement, il gardait ses photos dans des boîtes. Et on en a sorti des très belles, des photos en noir et blanc. Et on a fait 3 expositions. Après Virginio, vous avez donné naissance à vos filles, Valeria, puis Carla. On les évoque depuis le début de cette émission. De quelle manière ont-elles rendu hommage, elles aussi, à leur frère? Bon, Carla a écrit une très belle chanson qui s'appelle « Salut marin ». Et Valeria a raconté dans son film Un château en Italie la maladie et la mort de son frère. C'est un très beau film. Un film dans lequel vous jouez? Oui. Vous jouez dans tous les films de... J'ai fait tout le rôle. Ouais. Mais c'est un film qui est très émouvant, qui a l'image de votre fille aussi, assez fantasque et très sensible. Et je trouve ça formidable que vous jouiez votre propre rôle dans ces films. Ça ne doit pas être évident. Je me suis posé la question de savoir comment vous arriviez à trouver ça. Je dois dire qu'au début, j'étais un peu douteuse de pouvoir le faire. Mais puis, vous savez, comme la mort de mon fils, je la promène toujours avec moi, jour et nuit, tout le temps, n'importe quoi je fasse dans la journée, il est toujours présent. Je me suis dit, dans le fond, je continue à en parler, et voilà. Et puis je l'ai pris comme un travail. Et maintenant, vous adorez ce travail. Ça fait 10 ans que vous faites l'actrice et vous dites que vous adorez aller déjeuner à la cantine avec tout le monde. Oui. Ce genre d'ambiance. Ça vous change des châteaux, de la vie de château? J'adore aller manger à la cantine. Mais c'est vrai? Oui. Et votre fille dit que vous êtes une formidable comédienne, une formidable actrice.
Hein, c'est vrai? Vrai. Vous avez joué, donc, je le disais, dans quasiment tous les films de Valeria. On vous verra bientôt à l'affiche de Folle de joie. On va vous montrer un extrait de ce film. Beatrice, lo sai che non possiamo farti uscire. Sei sottoposta a misure giudiziarie restrittive. Ho detto di non toccarmi, ho capito che cerca di farmi la corte, ma non mi tocchi. Bisogna che tu impari a relazionarti con le altre ospiti. Chi è? Una nuova, sono una nuova. Tentativo di suicidio in detenzione? Te un po' di cazzi tuoi mai. Mi scusi, a lei la dottoressa? Beatrice, porca Sto socializzando No, qui. si sta impicciando. Avanti, per cortesia. È lei che cerca Beatrice? Sì, sono io, siamo amiche. Sono sua madre, venga. Piacere. Si è piazzata nella dépendance la deficiente. Non si riesce a farla sloggiare. La regia vuol girarci una scena e bisogna lasciar lavorare la scenografia. Ma tanto ora si va via insieme, si va a vedere noi due. Bravissime, è lontano. Comment vous les décririez, vos deux filles? Elles sont très différentes. Oui, très différente. Valéria, vous dites d'elle que c'est une cheftaine, une réalisatrice, une meneuse de troupe. Oui, Valéria, une travailleuse déchaînée qui, pour arriver à ses buts, elle ne lâche rien, elle travaille jusqu'au sacrifice, vraiment. Mais Carla aussi, parce que Carla a passé des années quand elle était mannequin où vraiment, je ne sais pas comment elle résistait à ce rythme de travail, à ces fatigues. Ce sont deux travailleuses. Disons, Carla a un équilibre différent. Très indépendante. Très indépendante. Quand elle était ado, elle vous a fait tous les coups pour partir avec ses copains. En cachette, elle m'en a fait de toutes les couleurs. Très indépendante. Elle est partie faire sa vie aux États-Unis à 18 ans, après le bac. Et Valeria est apparemment plus sentimentale, si vous voulez, avec moi. Elle me raconte beaucoup de choses. Elle vit dans un apparent désordre que, dans le fond, est un grand ordre, parce que... Laquelle des deux vous ressemble le plus? Aucune. Aucune? Ah, aucune. Ah bon? Non, 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 comme que tempérament, aucune. De reste, elles-mêmes disent que moi, je vis comme une adolescente, que je suis absolument, j'ai une vie saugrenue. L'autre jour, oui. Elles trouvent, vos filles? Pourquoi? Parce que je vais, je viens, je voyage, j'ai trop d'activités. L'autre jour, ma fille Valérie me dit « Mais qu'est-ce que tu crois d'être une adolescente ?» Elle vous reproche de trop profiter de la vie, finalement. Oui. Franchement, Marisa, quand vous avez compris que votre fille avait une liaison avec le président de la République, comment vous avez réagi? J'ai réagi en me disant, voilà, là, elle en fait encore une nouvelle. Mais ça ne m'a pas tellement impressionné au début, ça m'a impressionné quand nous sommes allés à Londres. Voilà. Quand je l'ai vu dans la grande voiture de la reine avec le prince Charles et le drapeau français, là, j'ai eu vraiment un moment d'émotion. Je dis, mais regarde, qu'est-ce qu'elle fabrique, cette fille. Et quand vous étiez au château de Windsor, parce que vous avez quand même été logé au château de Windsor, qu'est-ce que vous êtes dit dans votre chambre? Finalement, vous n'étiez pas trop dépaysé? Non, non, parce que la chambre avait des vieux meubles, de vieux châteaux, comme j'avais moi en Italie. Voilà. Donc finalement... Et donc, disons que... une salle de bain absolument vétuste, des caméristes extraordinaires. Et puis, comme vous savez, une reine, avant de recevoir quelqu'un, on lui explique que tout ce qu'il veut, ce quelqu'un comme il est, ça fait partie de leur éducation. On voit qu'on lui avait dit que j'aime bien le soir me boire un petit whisky. Et donc, j'avais une table comme ça, avec au moins 30 marques de whisky dans ma chambre, dans mon salon. Ça, c'est pas mal. Alors, donc ça, c'est quand même des souvenirs incroyables. Vous avez partagé plusieurs voyages présidentiels. Ils vous ont amené souvent avec vous. Ils apprécient votre compagnie, manifestement.
Oui. Oui, je crois. De toute la famille. Il aime beaucoup. Vous aussi, vous allez dans les voyages présidentiels? Oui, moi je suis. Oui, il est allé en Égypte. Ah bon? Oui. Ouais, c'est ça, c'est Moi sympa. j'adore, il est très gentil, je l'aime bien, lui aussi. Bon, vous formez une très grande tribu, très unie et très sympathique, manifestement. Il y a le goût, il y a un goût artistique, il y a beaucoup de tolérance, beaucoup d'ouverture Il y d'esprit. a Donc tout. c'est vrai que... Quoi? Non? De tout. De tout, voilà. Mais c'est vrai que ça fait envie vu de l'extérieur. Ça a l'air très vivant. Je ne sais pas ce que vous pensez, Frédéric. Ah oui, absolument. Et je veux quand même souligner que c'est très rare que dans les voyages officiels, il y ait la présence de la belle-mère. Donc effectivement, il y a ce côté tribu qui... Ah ça, je crois que c'est la première Oui, belle-mère au monde. C'est ça. Aucun... Oui, Obama Les aussi. autres, il n'y avait plus de belle-mère en même temps. Voilà, où elles étaient mortes, Oui, où elles elles étaient tricotaient, mortes en général. je sais pas. Il y a ce côté tribu. C'est vrai. On dirait pas que c'est une belle-mère en plus. Comment? On dirait pas, elle n'est pas belle-mère. Ah bah non, elle n'est pas belle-mère. Elle est royale. Bah, mais aussi Barack Obama voyage avec sa belle-mère et la marraine de sa femme. Que vous êtes allé voir Barack Obama? Non, il est venu à l'Élysée quand ils Avec sont sa venus- belle-mère. Avec sa belle-mère, avec laquelle je vais aller fumer dans le jardin parce que Michel ne permet pas que sa maman fume devant ses Et filles. elle buvait un petit whisky, elle aussi Non, là, c'était pas l'heure. C'était pas l'heure. Alors, on va accueillir à présent Giorgio. Qui est Giorgio? Giorgio, c'est le mari de notre nièce, d'une de nos nièces. Donc, de la fille de votre autre notre sœur. sœur aînée qui est décédée. D'accord. Et c'est une... On a deux nièces, dont cette Renata qui est peintre et qui a eu beaucoup de succès avec sa peinture et qui a épousé Giorgio, qui est cinéaste, réalisateur, etc. Et Donc, c'est une famille d'artistes, quoi. Il y a voilà, beaucoup une famille d'artistes. d'artistes. Il est venu spécialement de Rome aujourd'hui pour vous. Asseyez-vous. Giorgio, comment vous le dites? Giorgio. Comment êtes-vous entré dans cette famille? Oh, bon, bah, je suis rentré par ma femme, qui est la nièce de Marisa et de Gigi, Ouais. et dont j'étais amoureux avant d'avoir le permis de conduire. Et depuis, on est resté en famille. Ah bon, Voilà. oui, quel est le rapport avant le permis de conduire? Ah oui, parce que c'est depuis On très était jeune. très jeunes, on D'accord. était tous à Turin. Moi, j'allais la reprendre à la sortie de l'école avec la Vespa. Ouais. Et puis, bon, on est passé à la voiture. et- Parce qu'elle est très jolie aussi. Toutes les femmes sont très belles dans cette famille. Ah oui. C'est vrai. Hein. Ah oui. Franchement. Il faut dire que, bon, elle est blonde aussi. Il y a toujours les couleurs de famille. Il y a ce côté rigolo, sens Original, d'humour et intelligente. artistique Ouais. aussi. Ah oui, très bon. Alors, et quel profond. regard justement vous portez sur cette famille hors du commun quand même? Bon, si je dois penser, au début, je me souviens d'une visite que Marisa avait faite à Rome comme ambassadrice pour, bon, c'est pas que toujours on est accueilli bras ouverts en famille, mais que, bon, il faut vérifier qu'on est sérieux dans les sentiments envers les personnes qu'on aime. Ah oui, donc on doit passer, Alors, elle on doit avait passer un essayé, casting. elle était venue en ambassadrice. Moi, j'étais déjà à Rome à faire du cinéma. Et elle était en visite pour essayer de vérifier combien j'étais sérieux, si... Comment vous faites pour vérifier? Vous faites passer un casting sentimental? Hein? On vous avait avez fait la une même chose merveilleux avec déjeuner. Nicolas Sarkozy? Vous avez fait la même chose? Vous avez vérifié? Hein? Non? On avait fait un déjeuner, je me souviens, très bon, très agréable, en tête-à-tête, à Piazza del Popolo, chez Rosati. Ouais. C'était très bien. Ouais. Et puis, bon, évidemment, j'ai passé l'examen et je me suis toujours senti bien accueilli en famille, bras ouverts, Alors, c'est grâce quoi à Marisa l'examen? et grâce à ma mère. Marisa, c'est quoi l'examen? Vous posez des questions, l'air de rien, pour savoir à qui vous avez affaire?
Bon, côté moral, je suis de manche large. C'est plutôt le côté affectif qui m'intéresse dans les gens. Le côté affectif, le côté bon et généreux. Voilà. C'est ça que j'essaye de percer. C'est ça. Si les personnes ne sont pas généreuses, elles ne m'intéressent pas. Très bien. Au moins, c'est clair. Ça a le mérite d'être clair. Hein. Vous pouvez mener la vie que vous avez envie de mener, mais à partir du moment où vous êtes généreux, voilà. C'est bien. Et aussi la musique. S'ils n'aiment pas la musique, ils ne m'intéressent pas. Nicolas Sarkozy, il est mélomane? Ben, lui, c'est mon gendre, j'espère. Il n'est pas mélomane. Oui, c'est ça. Mais j'espère d'inculquer la musique dans la famille. Alors, dans votre livre, Marisa, vous faites une révélation au sujet du père de Carla. On ne peut pas ne pas en parler, puisque c'est une révélation qui a dû surprendre pas mal de monde. Et elle-même, vous étiez au courant, vous, Giorgio? Turin, c'est une ville comme toutes les villes de Provence, même si c'était la capitale d'Italie, où les choses, on les entend, il y a des pourparlers, il y a des gossips si on veut. Moi à l'époque, je crois que j'étais déjà à Rome et... Il est diplomate. Non, c'est que toutes ces questions privées, il ne me touche pas, il rentre d'une oreille, il sort de l'autre. Alors, il faut dire que le livre m'a permis, bien en connaissant pas mal de choses de Marisa, de la famille comme c'est, de découvrir pas mal de nouveautés. Ah, voilà. Alors, vous révélez dans ce livre que le papa de Carla n'est pas votre mari, Alberto. Non. Qui est-il alors? C'était un sympathique garçon, fils d'amis à nous, qu'on fréquentait régulièrement, un couple qu'on fréquentait régulièrement, qui avait des enfants et donc il avait ce jeune garçon que... Beaucoup plus jeune que vous. Ah oui, il avait 19 ans et moi 36, et qui est tombé amoureux de moi. Tout de suite, il a eu le coup de foudre, ils étaient venus nous voir dans la maison dans le midi, je lui ai joué du piano et quand j'ai fini de jouer du piano, il m'a dit « je suis amoureux de toi » et je lui ai dit quand même, et voilà, et puis l'histoire est partie, je l'ai revu à Turin, on s'est toujours revus et on a passé 2 ou 3 ans à se fréquentant et j'ai eu ma fille Carla. Vous l'avez dit à votre mari tout de suite? On n'en a pas parlé du tout. Jamais. Jamais? Jamais. Mais il a toujours su. Vous n'en avez jamais parlé avec lui? Non. Et jamais. pourquoi vous en parlez aujourd'hui alors? Parce que après, quand Carla l'a su... Et comment elle l'a su, si vous n'en avez jamais parlé avec lui? Elle l'a su, je crois, par sa sœur avant, et puis par mon mari, qui, avant de mourir, lui a mis cette petite puce dans l'oreille. Alors elle m'a interrogée, et voilà, je lui ai dit. Mais elle n'était pas... absolument pas scandalisée que j'ai eu un enfant avec un autre homme qui n'était pas son père. Elle était un peu fâchée que je ne lui ai pas dit quand il était enfant. Mais il faut dire que dans le milieu où je vivais, ces choses-là se ne disaient pas. On ne parlait pas de ça. Mais ce qui est étonnant, c'est que votre mari l'a su, l'a compris, je ne sais pas comment, mais il a dû comprendre que cet enfant n'était pas de lui. Et pourtant, vous aviez quand même une relation très franche avec lui, puisqu'auparavant, vous aviez eu plusieurs amants au cours de votre vie, dont un amant fougueux, un concertiste génial. Après. Ah, c'était après. Mais vous savez aussi, par exemple... la maladie du fils, et il l'avait imaginé, mais il a passé 14 ans sans jamais en parler. 14 ans, non, parce qu'il est mort avant, mais enfin, toutes ces années, jusqu'à la fin de sa vie, sans en parler. On ne parlait pas. Il avait peut-être peur d'en parler.
Oui, mais par exemple, alors vous n'avez pas parlé du père de Carla, mais racontez-nous cette anecdote, parce que c'est ça, votre vie romanesque, c'est que vous parlez de vos amants, notamment oh ben quand même, des histoires d'amour qui vous ont fait souffrir, qui vous ont fait vibrer. Vous parlez de ce concertiste génial qui s'appelle Benedetti Michelangeli. Donc qui vous a fait baver, comme c'est pas possible. Pour lui, vous avez tricoté, vous avez dû tricoter, vous avez dû le rejoindre en Italie, et il vous posait des lapins. Enfin bon, franchement, il n'était pas très correct avec vous. Et votre mari s'en est rendu compte. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Ben, mon mari s'en est rendu compte parce que c'était quand même le plus grand pianiste du monde. Non, mais il vous a dit, tu n'es jamais là, donc tu as quelqu'un dans ta vie. Et il a compris que j'avais quelqu'un et il m'a dit, tu dois me dire qui. Et quand je lui ai dit, il s'est rendu compte que il ne pouvait pas lutter contre cette histoire. Contre un génie. Hein? Il vous a dit, c'est un génie, je te comprends. Voilà, je peux comprendre, donc tu vis ton histoire. Et il m'a dit, de toute façon, c'est une histoire qui finira mal. Et donc, je serai là, à ce moment. Fabuleux, non? Et ça s'est passé comme ça. À la fois, il y a... c'est l'omerta, on ne parle pas, on n'échange pas. C'est pas l'omerta, madame, c'est de la discrétion. Pardon? C'est pas l'omerta, on n'est pas dans le sud de l'Italie. C'est vrai, dans le nord de l'Italie, dans le nord industriel. Une façon d'être, disons, bourgeois, si on veut, plus équilibré. Oui. C'est pas l'omerta. Équilibré, vous dites? Équilibré, c'est-à-dire il y a l'envie de garder l'union de la famille, de ne pas blesser les enfants. Bien, il faut envisager aussi que c'est loin dans le temps. Ouais. Et on parle de 20, 30 ans, de choses comme ça. Aujourd'hui, on est, entre guillemets, plus libre, si on veut. Aujourd'hui, nous, on milite dans cette émission contre les secrets je ne sais pas que c'est plus... En fait, c'est un mélange de maintien de certaines conventions bourgeoises pour maintenir cet équilibre dont vous parlez, Giorgio, de la famille et qu'on ne veut pas bousculer, et en même temps une certaine liberté conjugale. Après, la difficulté reste quand même de parler de choses secrètes comme la maladie, comme l'union, la naissance d'un enfant avec un autre homme. Tout ça pour maintenir les conventions, mais effectivement qui peuvent laisser des traces sur les enfants. Parce qu'effectivement, le secret de famille est quelque chose qui peut avoir tendance à induire une certaine reproduction de schémas familiaux ou une répétition. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui, c'est important de le préciser, c'est une autre génération où on taisait plus les choses, où on avait plus tendance à, pour maintenir le système, ne pas parler de certaines choses. Si c'était à refaire, vous le feriez différemment? Vous diriez, vous auriez dit à Carla plutôt? Oui, ça c'est sûr. Ouais. Elle en a souffert? Je ne sais pas comment je l'aurais dit, mais... Elle a des rapports avec son père aujourd'hui? Oui, on le voit tout le temps. Moi vous le voyez tout le temps? Oui. Tout le temps. Parce que elle pensait que c'était un vieillard, au lieu c'est un jeune. Et oui, il est très jeune. Ouais. Donc, il vit au Brésil. Quand il vient, on le voit, il est sympa, et gentil. Et Carla, un jour, elle m'a téléphoné, j'étais au cimetière à Turin. Elle m'a dit, dis à mon papa que mon papa, c'est lui. Donc, elle est restée très attachée à son autre père. Ça, c'est Maurizio, il y a quelque temps, peut-être 3 ans. Alors, c'est qui, Maurizio? C'est le père de Carla. D'accord, c'est le père. Vous voyez qu'on n'est pas fâchés. Ouais. Alors, il y a un autre homme, un ami, cette fois, qui a beaucoup compté pour vous. Vous lui avez consacré un chapitre de votre livre. Il s'appelle Martin. Et lui aussi avait envie de vous adresser un petit message aujourd'hui. Ciao Marisa, j'aimerais bien être avec toi aujourd'hui, mais c'est pas possible. Je voudrais te dire que tu es une femme extraordinaire. Pas seulement artistiquement, comme pianiste, comme une récital de leader on a fait ensemble, ou actrice de cinéma. Mais non, tu as écrit ta biographie une merveille. Mais surtout, tu es une femme gentille
généreuse, toujours positive. Bisous, Misette, ton Martin, le chanteur. Alors, qui est-il, Marisa? Qui est-il, cet homme-là? C'était un garçon que j'ai connu par hasard, parce qu'un voyant me l'avait dit. Un voyant, vous l'avez dit? Oui, un voyant m'avait dit, vous allez connaître un Allemand. Moi, à quel moment de votre vie? Donc c'était dans les années, je sais pas, 84, 83. Et je dînais avec deux garçons dont un était voyant et il m'a dit, je vois un truc, vous allez connaître un Allemand. Et en fait, j'ai connu Martin par une agence de concert parce que je voulais faire des concerts avec chant et piano. Et donc j'ai connu Martin et depuis on ne s'est plus lâché. Et on a fait 20 ans de concerts ensemble, en voyageant, voilà. C'est un grand musicien, fils d'une des plus grandes chanteuses allemandes des années 50, Marga Hofgen, qui était comme une Callas de l'époque. Fils d'un chef de chœur, donc très musical. Il avait passé toutes ses vacances dans les coulisses de Bayreuth. Donc c'est comme votre frère, vous avez fait les 400 coups tous les deux. Vous avez voyagé, donné des concerts. Moi j'adore aussi dans votre livre quand vous racontez comment vous allez à l'opéra par exemple. Et puis là vous rameutez tous ceux qui sont là, des artistes, des écrivains, et vous ramenez tout le monde à la maison dîner. Ça c'est formidable dans un hôtel particulier de 500 mètres carrés où le dîner est prêt. Moi, ça m'a fait rêver, tout ça. Je sais pas vous, Frédéric. Parce que c'était toujours entouré de gens intelligents, cultivés, des artistes. Et c'est votre vie, quoi. Une vie ouverte sur tout, quoi. Sur la curiosité, la culture. C'est formidable, la vie que vous avez eue. Ah oui, Ah oui. Hein? Est-ce que tu peux... Oui. Giorgio, il paraît que vous avez un projet pour Marisa. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que comme réalisateur, metteur en scène, on est toujours à la recherche de quelques histoires, de quelques personnages qui nous accrochent pour raconter, pour faire un nouveau film, un roman ou quoi. Et souvent, on ne regarde pas à côté de nous. On risque de passer à côté. Et heureusement que Marisa a écrit ce livre. On lisait de temps en temps des pages, elle nous les lisait après le dîner, et le personnage de Marisa, je parle personnage, je ne parle pas la Marisa en tant que tante, et sa vie, c'est, à mon avis, ça pourrait être un grand film. Ah oui, je suis d'accord. C'est un roman. Parce qu'il y a un personnage extraordinaire. Je cherchais l'auteur tout à l'heure. Alors, je parlais de Flaubert, mais évidemment non, parce qu'elle a eu une vie beaucoup plus libre. Je cherchais de quel auteur elle aurait pu être l'héroïne. Et je disais peut-être une femme, une romancière femme. Mais je dois penser, par exemple, à la Pierre, qui va chercher qu'elle cherche, écrit et décrit des biographies de femmes pas inventées mais réelles, et je pense qu'elle aurait pu ou elle pourrait écrire, si Marisa n'aurait pas écrit son roman, sa vie, de faire un livre autour d'elle. Donc vous allez faire un film. Il y a les événements, l'histoire, la guerre, la famille. Il y a l'art, la musique, il y a les sentiments. L'amour. Voilà, les sentiments, l'amour, la passion, il y a tout. Qu'est-ce qui a compté le plus dans votre vie? Vous diriez quoi? La musique? Non, l'amour pour ma famille. Pour votre famille? Ma famille, ma mère, mes sœurs, et après mes filles et mes petits-enfants. C'est ma famille qui compte le plus. Gigi, vous la regardez avec un regard extrêmement admiratif. Toujours. Pourquoi? Parce que justement, tout ce qu'elle a fait, c'est vraiment exceptionnel.
Et elle m'a aidé beaucoup. Il y avait eu des périodes difficiles. Et donc, je savais qu'elle était là. C'est vrai. J'étais aussi très malade, vous savez. J'ai eu le moment que j'ai cru de mourir. Et je crois qu'elle était là. Et tu n'es pas morte. Hein? Et tu n'es pas morte et tu vas me mourir après moi. Un dernier mot de Frédéric sur cette belle famille. Oui, et puis surtout sur cette femme. Moi, ce qui me touche, c'est votre simplicité en même temps. Vous traversez tout ça avec une légèreté, empreinte de profondeur. Il y a quelque chose chez vous qui est vraiment touchant pour ça. Parce que on sent votre authenticité. Vous êtes dans un monde extrêmement, qui attire l'œil, et puis en même temps, vous êtes d'une grande simplicité, d'une grande authenticité, et vous touchez de cœur à cœur. Et c'est ça que j'admire chez vous. Et on sent vous parlez de l'amour, c'est ce qui a été le plus important, mais on sent ça chez vous, cette ardeur, cette intensité de l'amoureuse. C'est pour ça que j'ai voulu terminer le chapitre du cinéma et du théâtre où je rentre chez moi et je mange ma soupe. Parce que j'ai pensé que d'arriver à un certain moment de la vie et de rentrer chez soi à 1h du matin seul et âgé et de manger sa soupe après tous les beaux dîners que j'ai eus et que ça me donne une joie énorme. Merci en tout cas. Merci d'être venu nous voir et d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Ce livre, il est publié chez Robert Laffont. Et ça s'appelle « Mes chères filles, je vais tout vous raconter ». Merci à vous, merci à Frédéric. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas notre rubrique dans Version Féminin ce week-end. On se retrouve tout de suite dans l'histoire continue avec Brahim Zaïbak, le danseur et chorégraphe, qui sera rejoint par les 3 mousquetaires. A tout de suite, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était un plaisir, merci. Dans l'histoire continue cet après-midi. Dès que je fais quelque chose, j'ai la même envie que quand j'avais dans les battles. J'ai envie d'y réussir, donc je me mets à fond dedans. Brahim Zaïba revient nous voir pour nous parler de ses nouveaux projets. Étant jeune et avoir dansé toute ma jeunesse dans la rue, c'est quelque chose que j'ai tenu à faire, d'ouvrir ma propre salle où je pourrais m'entraîner et faire s'entraîner de nouveaux talents. Dans ma tête aujourd'hui, c'est la salle et les 3 mousquetaires. Olivier Dion, Damien Sargue, David Bain et MJ partagent la scène avec lui. D'amorcer un grand projet comme celui-là, c'est un grand privilège. Un pour tous et tous pour un. À tout à l'heure sur le plateau de l'histoire continue. Bientôt, au sommaire de toute une histoire. Cette émission nous a beaucoup marqué. Une émission spéciale pour célébrer ces 10 années passées avec vous. Quelle a été la réaction des gens après la diffusion? J'étais surpris. Je reçois des messages, oh, vous m'avez touché. Des gens de 50, 60, 70 ans qui me disent oh, j'aimerais un fils comme ça. Quand j'ai vu la bêtise des hommes qui lui a été lancée au visage, ça m'a fait mal, tout simplement. Quand je suis arrivée sur le plateau en 2014, j'avais très peur des regards. Tu m'as prouvé que tu avais la liberté du cœur. Et pour ça, je te remercie. Frédéric a dit une belle phrase. Les gens ne meurent vraiment que lorsqu'on les oublie. Ma mère est partie comme ça. Et cette phrase, elle m'a aidé, mais à un point tel... Vous pouvez pas imaginer, c'est... Le passage dans notre émission vous a aidé à lutter contre la maladie? Aider, vous voulez dire sauver la vie? Si à l'époque j'avais eu un psy comme toi, je pense que vraiment j'aurais été beaucoup plus attentif à ce qu'ils avaient à me dire, vraiment. L'occasion de vous dire un grand merci à tous. Je serais vraiment fière d'avoir vécu ces 6 années et d'avoir présenté cette émission. Dans toute une histoire, dans toutes les histoires, il y a toujours une fin.